Bonjour à tous, suite aux annonces d'Édouard Philippe concernant la réforme des retraites, le mercredi 11 décembre 2018, cela n'a vraiment pas convenu aux organisations syndicales, notamment la CFDT de M. Berger, qui nous ont signifié que le gouvernement a franchi la ligne rouge, c'est-à-dire l'âge de départ reculé, bien évidemment, à terme. Et de ce fait, donc, toutes les organisations syndicales ont appelé à une mobilisation massive le mardi 17 décembre. Alors, dans cette vidéo, comme vous connaissez, et je vous remercie de me suivre, bien sûr, sur cette chaîne. Quelques semaines après une courte pause, retour sur une compréhension générale du système de retraite, de manière humble toujours, et de cette nouvelle réforme. Et bien sûr, avec un retour sur les racines ainsi que l'historique des retraites, comme j'aime bien le faire aussi souvent sur ma chaîne. Alors, bien sûr, c'est issu le système de retraite, parce que j'ai voulu moi-même comprendre, hein, tout simplement parce que c'est une très très forte bascule, j'ai voulu comprendre et donner cette compréhension au collectif, bien sûr, et vous pourrez apporter, bien sûr, vos informations complémentaires, parce que c'est toujours important et intéressant, parce que c'est un sujet vaste et complexe, c'est la première fois que j'en parle, donc bien sûr, il y a beaucoup de sujets dont malheureusement, je ne vais qu'effleurer. Et bien sûr, vos retours sont importants. Alors, programme du Conseil national de la résistance du 15 mars 1944, du Cash Média et du scol.education.fr. Très, très, très important. Hein, pour comprendre de quoi on parle au niveau des retraites et pourquoi c'est aussi important, notamment en France, bien sûr, puisque c'est acquis de la résistance, ça vient des racines même de la défense des droits de la France face à l'oppresseur nazi, notamment. Né de la volonté ardente des Français de refuser la défaite. La résistance n'a pas d'autre raison d'être que la lutte quotidienne sans cesse intensifiée. Cette mission de combat ne doit pas prendre à la fin de la libération. Ce n'est en effet qu'en regroupant toutes ses forces autour des aspirations quasi unanimes de la nation que la France retrouvera son équilibre moral et social et redonnera au monde l'image de sa grandeur et la preuve de son unité. Ah, je suis loin du compte, hein. Aussi, les représentants des organisations de la résistance, des centrales syndicales et des partis ou tendances politiques groupés au sein du CNR, délibérant en assemblée plénière le 15 mars 1944, ont-ils décidé de s'unir sur le programme suivant qui comporte à la fois un plan d'action immédiat contre l'oppresseur et les mesures destinées à instaurer, dès la libération du territoire, un ordre social plus juste. Voilà pour cette introduction extrêmement importante. Il y a quand même cette page, c'est très important que je mettrai en lien. Et puis bien sûr, ce qui est intéressant et important, et lire la fin de cette séquence, c'est ce qui nous intéresse sur le plan économique, bien entendu. Alors, afin de promouvoir les réformes indispensables sur le plan économique, l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financière de la direction de l'économie, une organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l'image des États fascistes. L'intensification de la production nationale selon les lignes d'un plan d'arrêté par l'État après consultation des représentants de tous les éléments de cette production. Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, flux du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Le développement et le soutien des coopératives de production, d'achat et de vente agricole et artisanale, le droit d'accès, dans le cadre de l'entreprise, aux fonctions de la direction et d'administration pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires et la participation des travailleurs à la direction de l'économie. Alors sur le plan social, c'est vraiment très 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 important de comprendre que tout vient de là. La structure même sociale de la France. Le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et l'amélioration du régime contractuel du travail. Un rajustement important des salaires et la garantie d'un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa famille
la sécurité, la dignité et la possibilité d'une vie pleinement humaine, la garantie du pouvoir d'achat national pour une politique tendant à une stabilité de la monnaie, la reconstitution dans ses libertés traditionnelles d'un syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs dans l'organisation de la vie économique et sociale. Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés de l'État, la sécurité de l'emploi, la réglementation des conditions d'embauchage et de licenciement, le rétablissement des délégués d'atelier, l'élévation et la sécurité du niveau de vie des travailleurs de la terre par une politique des prix agricoles rémunérateurs, améliorant et généralisant l'expérience de l'Office du blé par une législation sociale accordée aux salariés agricoles les mêmes droits qu'aux salariés de l'industrie par un système d'assurance contre les calamités agricoles, par l'établissement d'un juste statut du fermage et de métallage, par des facilités d'accession à la propriété pour les jeunes familles paysannes et par la réalisation d'un plan d'équipement rural. Cette séquence fait très très mal, hein, bien sûr. Alors, bien sûr, ce petit passage est fondamental. Hein, une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leur jour. Le dédommagement des sinistrés et des allocations de pension pour les victimes de la terreur fasciste, une extension des droits politiques, socio-économiques des populations indigènes et coloniales, la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction, d'accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, ainsi que leurs fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les exercer, et que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires. C'est vraiment très 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 important et fondamental. Ainsi sera fondée une république nouvelle qui balayera le régime de basse réaction instauré par Vichy et qui rendra aux institutions démocratiques et populaires l'efficacité que leur avaient fait perdre les entreprises de corruption et de trahison qui ont précédé la capitulation. Ainsi sera rendue possible une démocratie qui unisse au contrôle effectif exercé par les élus du peuple la continuité de l'action gouvernementale, l'union des représentants de la résistance pour l'action dans le présent et dans l'avenir, dans l'intérêt supérieur de la patrie, doit être pour tous les Français un gage de confiance et un stimulant. Elle doit les inciter à éliminer tout esprit de particularisme, tout ferment de division, qui pourrait freiner leur action et ne servir que l'ennemi. Et en avant donc dans l'union de tous les Français rassemblés autour du CFLN et de son président, le général de Gaulle. En avant pour le combat, en avant pour la victoire, afin que vive la France. Donc voilà pour cet extrait du programme du Conseil national de la résistance, pour vraiment comprendre et connaître les racines, parce que on parle des retraites au niveau médiatique, d'accord, oui, mais bon, c'est bien d'en comprendre les racines, et d'où ça vient, c'est important, bien sûr, je mettrai un lien. Alors, bien sûr, un retour sur les dates clés, c'est très important, sur Agirc-Arrco, la retraite complémentaire, et surtout comprendre les mises en place. Et puis bien sûr, le schéma juste après, parce que c'est fondamental. Alors en 1945 et le schéma juste après. Les ordonnances des 5 et 19 octobre 1945 créent le régime général de sécurité sociale, comme je disais, au niveau du Conseil national de la résistance. Les salariés du secteur privé, à l'exception des salariés agricoles, alors apparemment ça a été changé, hein, doivent, quel que soit le montant de leur salaire, cotiser à l'assurance vieillesse. Ce système est fondé sur le principe de répartition. Et il me semble que ça a un peu changé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit le schéma de retraite? Alors, c'est un tableau très important pour comprendre la retraite en France. Et comment les choses se passent. Alors, évidemment, moi je suis un novice dans le domaine des retraites, hein, bien sûr. À mon âge, je dirais, je ne me suis pas trop intéressé, il faut être logique, humble, bien sûr. Mais c'est toujours intéressant de s'y intéresser, bien sûr. Hein, toujours important. Alors, les salariés ouvriers employés de l'agriculture, les cas de l'agriculture, bien sûr, sont dans le régime de base. Et les régimes complémentaires obligatoires, l'ARCO et l'AGIRC. Il y a vraiment plein de choses intéressantes. Hein. Alors, les cadres, les ouvriers, les salariés non titulaires du secteur public et les personnes naviguant de l'aéronautique civile sont dans le régime social, le régime général de la sécurité sociale, quasiment nous tous, on va dire.
sauf les personnels de l'agriculture. L'IRCANTEC et la CRPNPAC qui cotisent. Alors, les fonctionnaires civils et militaires, régime des agents de l'État, agents de la fonction publique hospitalière territoriale, CNRACL, intéressant, plus la retraite additionnelle de la fonction publique, salariés des autres secteurs publics, parapublics, et régimes spéciaux, justement, hein, dont nous avons la suppression, hein, la suppression de tout ceci, les régimes des agents de l'État. Ça a été gardé, hein, bien sûr. D'ailleurs, c'est le seul régime qui a été gardé, il me semble, puisque tous les régimes spéciaux ont été supprimés dans cette loi. Est-ce que c'est une avancée? Après, chacun a sa vision des choses, bien sûr. Ces personnes-là font grève, secteur public, mais ça touche tout le monde, hein, bien sûr. Alors, on peut les comprendre, bien sûr. Hein, vous avez des régimes spéciaux, on le retire. C'est quand même... et pour les non-salariés, exploitants agricoles, artisans, commerçants, RSI, bien sûr, hein, profession libérale, ministre des cultes, etc. Donc, c'est très, très, très important de comprendre ce schéma, notamment les médecins, etc. Eux aussi sont en difficulté. C'est vraiment un dossier à creuser parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à comprendre. Et moi, dans un premier temps, voilà, j'explore, hein, et bien sûr, c'est quand même important. Alors, je finis l'état de clé, ensuite je passe vraiment sur le système universel de retraite parce que j'ai relevé quand même des choses intéressantes au niveau de Édouard Philippe. Alors 1946, loi du 22 mai 1946 pose le principe de la généralisation de la sécurité sociale à l'ensemble des citoyens. 1947, signature par les partenaires sociaux de la Convention collective nationale créant pour les salariés cadres de l'industrie et du commerce un régime de retraite complémentaire géré par les partenaires sociaux. Création, en 1953, d'un régime de retraite propre à la maîtrise de la métallurgie, l'IRCASIM. 1956, instauration du minimum vieillesse financé par le Fonds national de solidarité. Toute personne de plus de 65 ans a un droit minimum, un montant minimum de ressources. 1957, création de l'Union nationale des institutions de retraite des salariés, l'UNIRS. Et puis je vais arrêter en 1982, bien sûr. 1961, signature par les partenaires sociaux de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 qui crée l'ARCO avec pour objectif d'harmoniser, de coordonner et de compenser les régimes de retraite des salariés non cadres. Décision de principe de l'ARCO de créer le centre informatique national. 1971, mise en place de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques. Et 1971, création du CIRCAS, Centre d'information et de coordination de l'action sociale, par l'ARCO. Plein de choses ont été mises en place au fur et à mesure du temps. C'est important de comprendre que après cette loi, on a l'impression que les choses sont quand même un peu plus compliquées, que les choses sont resserrées, que les choses un peu disparaissent, j'ai l'impression. Généralisation de la retraite complémentaire à l'ensemble des salariés et anciens salariés, affiliés à titre obligatoire du régime général de sécurité sociale, 1974. Affiliation à une institution membre de l'ARCO des salariés cadres sur la partie de leur salaire limitée au plafond de la sécurité sociale. 1979, généralisation du système d'assurance vieillesse obligatoire à l'ensemble de la population active, très 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 important. Très 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 important. 1980, intégration du régime des représentants placés dans la GIA. Et pour terminer en 1982, puis il y a aussi d'autres développements. L'ordonnance du 26 mars 1982 pose le principe de l'abaissement à 60 ans de l'âge de la retraite. En 1982, on est en fin de période de 30 glorieuses, donc il y avait une vie active, je pense, dans les années 80, très 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 évoluée. Et là, effectivement, dans cette réforme Philippe, là, on ne pose pas la question du chômage, du travail des seniors notamment, des seniors au chômage, etc. Il y a quand même plein de choses à voir. Alors, les syndicats auront, je pense, très peu de manettes, auront peu
de choses manœuvrables, si j'ose dire. Donc, là, nous avons la retraite par points de la CGT Environnement. Mais avant, Édouard Philippe nous dévoile le 11 cette réforme, avec selon lui 5 grands principes. Moi, j'en ai retenu 2. Il en a fait peut-être d'autres, donc n'hésitez pas à rajouter vos informations complémentaires. Qu'est-ce que j'ai noté par rapport à son discours d'une quarantaine de minutes? Voilà, j'ai noté des choses. Principe d'universalité. Ne plus dépendre de chaque branche de métier au niveau du statut. Système par points. Chaque heure travaillée ouvrira un droit. 55 centimes à la retraite pour 10 euros cotisés. 10 euros cotisés, 1 point, 55 centimes à la retraite, c'est réajustable, bien évidemment. Alors, c'est un calcul sur l'intégralité de la carrière au lieu des 25 meilleures années que nous connaissions actuellement. Un système de répartition régime spéciaux, donc sur le schéma que je présentais tout à l'heure, suppression des 42 régimes existants. Principe d'équité et de justice sociale, c'est ce que dit Édouard Philippe. Pension minimale, 1 000 € pour une carrière au SMIC. Carrière à temps partiel, mécanisme par points, et entre parenthèses, humblement, on ne sait pas comment ce sera financé. Hein. Points supplémentaires à chaque enfant, amélioration du pension de réversion à raison de 70% au couple survivant, travailler progressivement plus longtemps, bien sûr, âge légal 62 ans, mais pas à taux plein, 64 ans en 2025 pour atteindre l'équilibre, déplafonner les droits liés à la pénibilité. La génération 2004-2022 sera la première à intégrer le régime universel de retraite. Les personnes nées avant 75 ne seront pas concernées par le nouveau système, mais ils sont bien sûr dans le système de retraite. Donc au niveau de l'âge de 64 ans, oui. Bien sûr, dérogation d'âge pour les métiers régaliens, pompiers, policiers, soldats, comme je parlais. Le seul régime sauvegardé, programme prêt à la fin de l'année, est soumis le 22 janvier à l'Assemblée. Donc l'architecte, c'est l'État, hein, les ingénieurs, ce sont les partenaires sociaux, mais ils auront peu d'outils, hein, si j'ose dire. Et, on ne sait pas ce que l'État gagne hein, au niveau économique, combien l'État récupère par rapport à cette loi, et comment elle finance les 1 000 € notamment, de la pension minimale, notamment, et pas que ça. Alors, beaucoup de professions seront touchées, notamment au niveau de la pénibilité. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est la fin des retraites à taux plein à 62 ans, et que les vieux qui n'arrivent pas à trouver de travail, eh bien, ça va être compliqué pour eux. Donc, quand on dit il y a un flou, et bien évidemment, il y a un loup. Donc, il y a quand même un peu de flou. Hein. Donc, c'est quand même assez intriguant, hein, cette loi, avec 2 ans hein, de concertation avec M. Delevoye. Et pour ça, c'est quand même très, très, très décevant. Et je comprends vraiment la colère des syndicats, etc. Et la suppression des 42 régimes comme ça, c'est très violent, je trouve. Hein. C'est quand même très, très, très violent. Avec des concertations pendant 2 ans pour la suppression. Non. Moi, je suis d'avis que voilà, les grandes orientations de politiques économiques voilà, viennent de frapper, entre guillemets, si je veux dire. Voilà. À partir du moment où la France est dans l'Union européenne, ils doivent mettre en place ce type de loi, avec la suppression de ces régimes et d'harmoniser, c'est ce que nous verrons à la fin, d'harmoniser, globaliser, si j'ose dire, le système pour la coordonner avec toutes les autres, finalement. Donc, c'est une sorte de mondialisation des retraites, si je veux dire humblement. Donc, qu'est-ce que l'on peut retenir? Pardon, c'est que ceux nés avant 75 et après 62, l'âge de départ à la retraite sera de 64 ans, puisqu'on atteint l'équilibre à partir de 2025 à 2027, et ceux de 56-63, ça va être compliqué, mais progressivement, ils peuvent même arrêter à 62 ans, mais je ne pense pas que ce soit à taux plein non plus. Alors, ceux qui sont dans 56 et 63. Et ceux nés après 75, pour moi, c'est la double peine, puisqu'ils auront le système par points et partiront à 64 ans à la retraite, voire plus, hein, puisqu'ils auront forcément 64 ans après 2027. Donc ma génération aussi, hein, c'est mathématique. Donc une info complémentaire,
c'est la perte de 3 milliards d'euros de cotisation des plus hauts revenus. Donc, on ne sait pas comment ils financent, mais ils perdent de 3 milliards au niveau des hauts revenus. C'est quand même incroyable. Alors, il faut essayer de comprendre, à présent, le système par points. Chaque heure travaillée ouvrira un droit, mais est-ce le cas des chômeurs? Un article de la CGT l'explique très clairement. Alors, je ne suis pas forcément un partisan de la CGT, mais de syndicat CGT, mais je trouve que c'est en tout cas un article très clair. Voilà, tout simplement. La retraite par points ou la marche vers la capitalisation. Alors, Fédération nationale de l'équipement et de l'environnement, voulant offrir des gages à la CFDT pour l'aider à sortir du mouvement, le gouvernement, par l'intermédiaire des sénateurs UMP et Nouveau Centre, a introduit 3 amendements à son projet de loi sur la retraite pour offrir une réflexion sur la mise en place de la retraite par points, encore appelée en compte notionnel. Nous avons eu droit, depuis, un redoublement d'interventions de commentateurs, d'experts en tous genres, qui approuvent ce système mis en œuvre dernièrement en Suède, et qui serait la panacée au mot dont s'offriraient nos régimes de retraite. Bon. Là, il y a des manifestations pour la suppression de cette réforme, mais il n'y avait pas de manifestation pour l'ancien régime de retraite, avec les 42 régimes spéciaux. Relevons que la présidente du MEDEF y est favorable, bien évidemment. Ainsi a-t-elle déclaré en réponse à François Chérec une réforme systémique que l'amendement propose d'étudier. C'est une réforme qui est tout à fait intéressante. Nous, on y est plutôt favorable a priori. Nous verrons plus loin pourquoi le patronat y est favorable. Le président du MEDEF, c'est à l'époque Laurence Parisot. Qu'est-ce que ce système par points? Qu'en est-il exactement? Tout d'abord, c'est ce que voulait la CFDT. Mais là, l'âge légal de départ à 64 ans, c'est la ligne rouge. On est bien d'accord au niveau de la CFDT. C'est très important. Tout d'abord, ce système par points se veut universel, ce qui signifie en clair qu'on supprime le code des pensions ainsi que les régimes spéciaux EDF, cheminots, et qu'on instaure un régime unique. Les avantages encore contenus dans le code des pensions: calcul de la pension sur les 6 derniers mois, majoration de 10% de la pension pour les fonctionnaires ayant élevé 3 enfants, pension de réversion à effet immédiat, pension pour les orphelins jusqu'à leurs 21 ans. Serait donc purement supprimé. Oui. Pour les salariés du privé, la mise en place d'un système par points pourrait a priori paraître intéressante, en particulier pour certains polypensionnés, salariés relevant de plusieurs régimes de retraite distincts, mais examinons le fonctionnement d'un tel système. Les cotisations versées par chaque salarié sont transformées en points que le salarié cumule sur un compte durant toute sa vie professionnelle lors de la liquidation des droits. Le montant de la retraite est alors déterminé en multipliant le total de points cumulés par une valeur fixée chaque année et dénommée de service. Un système qui abaisse le montant des retraites. Première conséquence, la retraite n'est plus calculée sur les 25 meilleures années, comme je disais, 10 meilleures années avant la réforme par nature de 93, mais sur toute la vie professionnelle, prenant ainsi en compte les moins bonnes années, petits boulots, temps partiel quand imposé, etc. En d'autres termes, avec le système actuel, ces moins bonnes années sont prises en compte pour la durée de cotisation, donc forcément ça baisse, mais sont écartées du calcul du montant de la retraite. Avec la retraite par points, ces années sont prises en compte par le nombre de points acquis, ce qui est mécaniquement abaissant, bien sûr. Le montant de la retraite perçue, c'est une évidence, c'est mathématique. Hein. C'est pas un parti pris, hein, c'est logique. Deuxième conséquence, lors du point dit de service, il reste la grande inconnue de ce système tant monté. Pourquoi ce système a cette vertu de devoir être à l'équilibre chaque année. Des actuaires calculent, à partir de la population en vie, les engagements prévisibles de retraite à payer, variant en fonction du nombre de retraites à venir, de l'âge prévisible de départ à la retraite, de l'espérance de vie, selon les catégories socio-professionnelles et de la situation économique et déterminant la valeur du point de service. À l'inverse des retraites du régime général qui sont à prestations déterminées, 50% des 25 meilleures années sous plafond du système de retraite par point est dit à cotisation déterminée. Le salarié sait ce qu'il cotise, mais ne connaît le montant exact de sa retraite qu'au montant de son départ. On remarquerait qu'avec ce système, la hausse du chômage, la stagnation des salaires ou l'allongement de l'espérance de vie ne sont plus un problème puisqu'il suffit de diminuer ou de ne pas revaloriser la valeur du point de service pour rééquilibrer le système. Et donc conduire inexorablement à une réduction lente du taux de remplacement, un rapport entre la retraite et les derniers salaires d'activité.
Après quelques années de mise en place, chacun sera en mesure de constater cette érosion constante des retraites et serait conduit à se constituer une retraite par capitalisation pour s'assurer un complément devenu indispensable. C'est ce que j'appelle épargne. Par capitalisation, tout au long de sa carrière, on épargne, bien sûr. Une réforme tout à fait intéressante pour le BDF. Un système qui s'équilibrerait sans hausse de cotisation, donc de salaire, quoi de mieux. Quand il n'y a pas de hausse de salaire, le MEDEF dit oui. Ce qui nous ramène à la question de fond, quelle répartition des richesses? Un petit dessin, vraiment mieux qu'un long discours, le graphique montre que la part des richesses revenant au capital a gagné autour de 10 points à partir des années 80. Donc on ne touche pas cela. Le patronat, il n'y a pas d'objection, et lorsque le système préconisé garantit qu'on ne touche pas, il applaudit. De plus, ce système par points, conduisant à la capitalisation, le capital financier gagnerait une deuxième fois. Effectivement, comme je disais, dans les années 80, on avait l'âge de départ à 60 ans. Et puis bien sûr, ça a augmenté et on a augmenté l'âge de départ, à la retraite, alors que le chômage a augmenté. Donc salaire qui augmente et le chômage qui augmente. C'est quand même assez paradoxal. Donc, ce système pousse à la retraite par capitalisation, comme je disais. Et ceux qui se frottent les mains, c'est bien évidemment le fonds de pension BlackRock, les Américains, puisque c'est le premier gestionnaire d'actifs au monde, hein, sur alterinfo.net. Nous avons un article très intéressant. Rapidement, hein, notons en exemple que le premier gestionnaire d'actifs au monde a des vues sur l'épargne française, une des plus élevées d'Europe, à la faveur de la loi Pacte. Hein. Dernièrement, première étape pour dynamiter la retraite par répartition, le fonds américain dispense ses recommandations au gouvernement, notamment à Jean-Paul Delevoye. Oh, c'est quand même bizarre. Officiellement, le gouvernement jure qu'il veut défendre la retraite par répartition. Mais en coulisses, les assureurs et les financiers ne se privent pas de lui dispenser les conseils éclairés auxquels ils prêtent la plus grande attention pour faire éclater le système. Ça, c'est la vérité. Alors, bien évidemment, pour terminer sur humanité.fr, les recommandations de BlackRock, c'est un document choc, bien sûr. Nos recommandations s'adressent au gouvernement français. L'objectif du gouvernement est de porter l'épargne retraite à 300 milliards d'euros d'encours à l'horizon de la fin du quinquennat. Commission de Delevoye dirige aujourd'hui les travaux sur de nouvelles réformes structurelles visant à mettre en œuvre les promesses électorales de 2017 du président Macron. Ces réformes visant à rationaliser l'ensemble actuel des régimes sous la devise « un nous recotiser, donne lieu au même droit pour tous ». Et il parle de cela, M. Philippe, par rapport à l'universalité. Pour lui, c'est ça l'universalité. Parce que ce n'est que cette chose-là, l'universalité. On peut voir les choses autrement. Le gouvernement devrait, en relation avec des acteurs privés, mettre en place différents outils unifiant les différents volets de la réforme des retraites. Alors, je répète, hein, les seuls régimes sauvegardés, c'est les régaliens, hein, bien sûr. Alors, on ne va pas mettre les policiers dans la rue pour manifester, parce que là, c'est une catastrophe, tout simplement. Nous expliquons, ou sinon, qui va bloquer les manifestations? Ben oui, nous expliquons pourquoi nous pensons que cette réforme est si importante pour répondre aux comportements et aux préoccupations des épargnants français. Un jeune épargnant de 30 ans qui projette de prendre sa retraite vers 65 ans, quand on aura 7 gouvernements, au minimum, susceptibles de modifier les règles du jeu. Le gouvernement a donc besoin de sanctuariser ces règles associées aux dispositifs sur le long terme. La loi Pacte vise spécifiquement à combler les lacunes structurelles des régimes d'épargne retraite volontaire existants. Elle permet à l'épargnant de bénéficier d'un allègement fiscal pour les cotisations versées en réduisant sa base imposable sur le revenu. Voilà pour cette vidéo, une première exploration dans le domaine de la retraite. Alors là, j'étais vraiment un novice, si j'ose dire. Je me suis plongé dedans. Alors, il y a quand même beaucoup de sujets hein, au niveau des recherches hein, pour comprendre mieux hein, vers où est-ce que nous nous enfonçons, hein, si j'ose dire. Alors, le financement de la réforme, les chômeurs, la crise économique qui n'est pas prise en compte parce qu'on nous parle d'euros, oui, mais ce sera plutôt un système quantique économique ou de crypto-monnaie, on ne sait pas. Hein, ce ne sera pas avec l'euro, les systèmes de retraite du futur, c'est une évidence.
Et puis l'endettement de la France aussi. Donc, et le problème de paiement, hein, de la dette de la France. Donc, il y a tout ça à voir. C'est quand même... vraiment, ils ont raison. Hein, ils ont raison de manifester. Vraiment, je les soutiens. Bien sûr, c'est très, très, très important de montrer son mécontentement et de montrer que c'est vraiment pas logique, que c'est une catastrophe. Hein. Bien sûr, cette réforme, on a l'impression sans concertation, mais en fait, on avait déjà le plan de prêt, mais bon, 2 ans pour, voilà, au niveau mainstream, si j'ose dire, voilà, de dire, on a bien travaillé. Non, si c'est pour pondre ça après 2 ans de gestation, c'est pas possible, c'est une catastrophe. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. D'autres vidéos sont à suivre sur ma chaîne, bien sûr. Je vous remercie, comme d'habitude, de me suivre. Hein. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Intéressantes, hein, vous verrez. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Et vos commentaires sont très, très, très importants. Bien sûr, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci, merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci.